Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Histoire de la mode. Alors comme je vous l'avais promis sur les réseaux sociaux, aujourd'hui on va continuer dans la même veine que les deux dernières vidéos. Mais bon, on va parler un petit peu des hommes parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas prendre une personne du monde moderne pour vous parler de certains travers de la mode, mais j'ai plutôt choisi de taper dans le gratin de l'histoire de France, puisque j'ai choisi, comme vous l'avez vu sur la vignette, de prendre ce cher François Ier en exemple. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Coque, mais aujourd'hui nous allons parler de la braguette. Et là, je suis sûre que vous vous demandez sûrement pourquoi parler de la braguette? Un zip, il n'y a rien de moins intéressant. Eh bien, je pense que pour commencer, il faut d'abord revoir la définition de la braguette. En fait, une braguette, c'est une partie du vêtement qui recouvre les parties génitales. Elle n'a pas toujours été ce zip que nous connaissons aujourd'hui. Elle a longtemps été l'apanage des hommes, pendant des siècles et des siècles, puisque c'est seulement depuis les années 50 que la femme peut en profiter. À la différence près que son système se ferme à l'envers comparé à celui des hommes, on avait déjà vu cette différence pour la chemise dans cette vidéo. Effet assez rare pour être noté, il s'agit de l'un des seuls mots de la langue française qui dérive directement du gaulois. Et d'ailleurs, on va voir ça tout de suite en commençant notre histoire par le Moyen-Âge. Alors la braguette au Moyen-Âge fait son apparition chez les hommes du peuple, puisque les nobles et les bourgeois portent majoritairement des robes. Donc ces hommes portent une sorte de caleçon long et ample, qui est constitué la plupart du temps de lin ou de chanvre, et qui s'appelle les braies. Les braies, c'est ce pantalon typique qui a été hérité des Gaulois. Pour tenir à la taille, ce pantalon est pourvu d'une ceinture de cordon, de tissu ou de cuir qui s'appelle la braillelle. Vous voyez où je veux en venir, non? Petite note, on ne peut pas affirmer que les nobles ne portaient pas ces braies, puisqu'il s'agissait effectivement d'un sous-vêtement à l'époque. En effet, sur toutes les représentations picturales des paysans, on peut les voir en train de travailler au champ en braies, car les paysans à cette époque, quand il faisait chaud, avaient coutume d'enlever leurs vêtements du dessus pour pouvoir travailler plus à l'aise en sous-vêtements. Et évidemment, il était inimaginable à l'époque de représenter un noble en sous-vêtements. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être sûr à 100% que ce vêtement ne concernait que les plus basses extractions de la population. J'ai quand même trouvé dans mes recherches un texte du XIIIe siècle qui faisait mention de cette fameuse braillelle qui était en soie, donc on peut fortement supposer que son propriétaire était riche. Il faudra attendre la fin du Moyen-Âge pour voir la première braguette apparaître. Une fois de plus, cet élément du costume va être inspiré, voire même carrément récupéré du costume militaire. Alors si vous vous en souvenez bien, c'était exactement la même chose pour le corset. Alors là, nous nous trouvons à peu près au XIVe siècle. Et à cette époque, les hommes, pour les plus riches, portent des robes sous lesquelles on retrouve des bandes molletières qui servent à couvrir le bas des jambes. Et plus on va avancer dans le temps, plus cette robe tunique va se raccourcir pour devenir le pourpoint. Et donc les nobles de cette époque vont se retrouver confrontés à un gros problème, un problème de taille, puisqu'il faut couvrir leur partie génitale s'ils veulent pouvoir continuer à remonter autant leur pourpoint. Donc ces pourpoints sont accompagnés à l'époque de chausses qui remplacent les molletières. Les chausses, ce sont des espèces de bas très moulants qui remontent jusqu'aux cuisses. Au-dessus des cuisses, nous avons les hauts de chausse, qui est un espèce de caleçon moulant qui remonte jusqu'à la taille, mais qui n'est pas fermé à l'entrejambe. Alors à cette époque, la mode, c'est de montrer sa virilité pour les hommes. Donc on commence par montrer les muscles du mollet, et on veut continuer en pouvant dévoiler de plus en plus la jambe. Et donc, comme je le disais, il y a un problème au niveau des parties génitales car il faut pouvoir les contenir et les cacher. Et bien, il se trouve que les militaires à cette époque avaient trouvé la solution avec un élément en métal qui s'appelle la brague. Il s'agit en fait d'une coque qui vient recouvrir les parties génitales. Les seigneurs vont donc s'empresser de récupérer cette tendance qui est jugée comme étant très virile. On retrouve d'ailleurs des coques décorées au goût particulier, comme vous pouvez le voir. Alors évidemment, au XIVe siècle, pour les plus pauvres, on ne se paye pas une coque en métal décorée de petites têtes.
On est plutôt sur une poche en tissu et on en a une preuve grâce à un édit du roi Charles VI qui date du 23 octobre 1398 et qui donne la permission aux chaussetiers de vendre des hautes choses qui sont garnies de ces fameuses poches qui sont reliées en haut par des lanières ou des aiguillettes. Étant donné que cette poche est reliée à la ceinture qui, comme on l'a vu, s'appelle braille, par extension, elle s'appellera bientôt la braillette. Et maintenant, nous passons à la Renaissance. Comme vous le savez, c'est toujours mon époque préférée pour l'histoire de la mode. Qu'est-ce qu'on s'amuse! Donc la braillette est officiellement devenue braguette. Ça y est. Cette fois-ci, même chez les nobles, elle devient une pièce de tissu rembourrée et très ornementée, qui fait vraiment fureur chez tous les nobles. Elle devient en effet un témoin de la puissance et de la virilité de celui qui la porte. On l'aime donc volumineuse, bien garnie et décorée. N'oubliez pas qu'à la Renaissance, on découvre les teintures en Hollande et donc les vêtements colorés commencent à inonder le marché, même chez les plus pauvres. Au XVe et XVIe siècle, il n'est pas rare de voir les nobles se pavaner avec des braguettes toutes plus énormes les unes que les autres. Chez les paysans, en revanche, on ne donne pas dans l'excès de volume, c'est plutôt une pièce du vêtement qui est uniquement pratique et elle est très sobre. Alors comme vous l'aurez compris, il n'y avait pas que les femmes qui étaient accusées de tricherie à cette époque avec leur rembourrage de soutien-gorge. Montaigne d'ailleurs s'indigne de cette ridicule pièce qui accroît leur grandeur naturelle par fausseté et imposture. Oui, parce qu'il paraît qu'à l'époque, on y stockait des choses dans cette poche. Elle avait un peu une fonction de bourse et on pouvait y retrouver des mouchoirs en tissu ou des pièces de monnaie. Pratique pour rembourrer la poche du coup. Dans le Pantagruel de Rabelais, on retrouve d'innombrables descriptions de braguettes. Et donc on peut savoir qu'à cette époque, les plus riches de la population aimaient les avoir très décorées. Certaines possèdent une construction complexe à base de diamants, de pierres précieuses, de soie, de rubans, de broderies, et elles sont pour la plupart assez gigantesques. Alors je vous ai épargné les citations de Pantagruel, mais bon. Pour exemple, on a le personnage de Panurge qui stocke une orange et un morceau de viande. Alors je vous laisse imaginer ce que ça peut être en vérité. Dans le livre d'ailleurs, la braguette évoque le thème de la corne d'abondance, puisque tout ce qu'elle y renferme a une notion de fertilité et une vocation nutritive. Je vais vous en donner un exemple des plus soft que j'ai pu trouver dans le livre. Or, notez que Panurge avoit mis au bout de sa longue braguette un beau floc de soie rouge, blanche, verte et bleue. Et dedans avoit mis une belle pomme d'orange. Alors si on continue un petit peu plus loin dans ce chapitre, on pourra lire que Panurge sort son orange et son bout de viande de sa braguette et nous ne voulons pas en savoir plus. Et malheureusement, la fin du XVIe siècle voit l'arrivée des toutes premières poches. La braguette perd donc sa fonction de lieu de stockage et va se faire de plus en plus discrète. Et maintenant, il est temps de passer à l'époque moderne. L'époque moderne s'étend de la fin de la Renaissance jusqu'à la Révolution française. Alors le XVIIe siècle est un peu une période de transition où, comme je l'ai dit juste avant, la braguette se fait de plus en plus discrète. Il y a un vrai changement au XVIIIe siècle, puisque les aristocrates vont adopter la culotte et que cette culotte se fermera par une toute nouvelle forme de braguette qui s'appelle le pont. Alors ça ne vous dit peut-être rien, mais je suis sûre que vous savez ce qu'est un pont. Il s'agit d'un rabat qui part de l'entrejambe et qui en fait toute sa hauteur et qui vient se rattacher à la ceinture du pantalon par des boutons. Il y a le petit pont qui recouvre une toute petite partie de la largeur du bassin ou le grand pont qui en fait carrément toute la largeur. Et pourquoi je dis que vous connaissez sûrement le pont? Puisqu'il s'agit encore d'une idée qui a été piquée aux militaires. Le pont est utilisé dans le costume marin, puisqu'à l'époque on avait besoin de vêtements sans aspérité pour éviter que ces personnes ne se prennent dans les cordages. Donc évidemment ça a donné toute cette tendance qu'on retrouve particulièrement chez les pin-up, des pantalons et des jupes avec cette fermeture d'inspiration officier ou marin. Au XVIIIe siècle, les autres classes adopteront plutôt une version de la braguette qui nous est plus familière puisqu'il s'agit d'une simple fente fermée à l'aide de boutons. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe pendant l'époque contemporaine. L'époque contemporaine, c'est tout ce qui se passe du 19e siècle à nos jours.
Alors j'en parlais déjà dans ma précédente vidéo sur les soutiens-gorge. Le 19e siècle, c'est le grand retour de la pudeur et de la moralité. Stendhal, par exemple, dans Le Rouge et le Noir, se plaindra du 19e siècle en disant « le siècle moral ». Les hommes de la haute société continuent donc à porter le pont, mais d'une manière beaucoup plus discrète. Pourquoi ? Parce que, comme d'habitude à cette époque, tout ce qui peut rappeler la noblesse et l'ancien régime est de très mauvais ton. Cependant, ce qui est assez ironique, c'est que cette partie du vêtement va quand même continuer à marquer une différence entre les moins riches et les plus riches, puisqu'en effet, les hommes du peuple vont continuer à porter la braguette à boutons. Et le pont sera vraiment un signe distinctif de l'habit de la haute société. Alors j'ai lu récemment un auteur qui s'appelle René Bizet, dans un essai qui s'appelle De la mode, qui date de 1925, et qui justement faisait état que la Révolution n'avait finalement pas changé grand-chose à la dichotomie entre, à l'époque, les aristocrates et le tiers-état, et au 19e siècle, ce qu'il appelle les mondains et les demi-mondains. Et d'ailleurs, dans plusieurs romans, on peut retrouver cette différence qui sépare vraiment ces deux classes de la population. Je pense par exemple à Balzac, Zola ou Stendhal. Vous avez dit égalité ? Vive la Révolution! Pendant tout le reste du 19e siècle, la braguette à boutons va se sophistiquer légèrement, mais restera en principe toujours la même. Il faudra attendre jusqu'en 1950 pour voir la braguette, comme je le disais, apparaître dans le vestiaire féminin. La femme se met enfin à porter des pantalons. Et en 1960, c'est la grande révolution. La fermeture éclair fait son apparition dans les garde-robes. Ce qu'on reprochait à l'ancienne fermeture à boutons, c'est que justement ces boutons se décousaient beaucoup trop facilement. Et pour les militaires particulièrement, c'était vraiment une gêne de devoir recoudre tout le temps ces boutons. Alors aujourd'hui, cette fermeture éclair constitue quasiment la majorité des braguettes, mais il faut quand même noter que les jeans ont gardé la classique fermeture à boutons. Alors la seule comparaison qu'on aura à notre époque avec la braguette du XVIe siècle qui était utilisée pour renforcer la virilité, ce sera le jean serré finalement, puisqu'il permet de mettre en valeur certains atouts ou non. Je parle des hommes évidemment. Et c'est vrai que le XVIe siècle, c'était à peu près la seule époque où on a vraiment eu cette tendance de vouloir montrer aux autres qu'on était plus puissant. Et voilà qui clôt notre histoire de la braguette. J'imagine que vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle soit aussi gratinée par moments. Et c'est vrai que par extension maintenant, la braguette ce n'est plus vraiment un objet qui couvre les parties génitales puisqu'on en retrouve par exemple sur les côtés pour les jupes. Donc c'est toujours intéressant de voir les origines qui peuvent être vraiment éloignées de l'utilisation qu'on fait d'un vêtement aujourd'hui et qui peut même être carrément obscène pour certaines époques, car je vous ai passé toutes les citations de Pantagruel que j'ai pu trouver qui étaient assez graveleuses. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Vous m'avez laissé beaucoup de messages très encourageants, que ce soit ici ou sur mes réseaux sociaux, et je tenais à vous en remercier parce que c'est vraiment très important pour moi d'avoir un retour sur ce que je fais et j'ai l'impression que ces vidéos sur l'histoire de la mode vous intéressent vraiment, donc je vais continuer sur ma lancée. Encore merci pour votre soutien et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à liker cette vidéo aussi. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de la série sur l'histoire de la mode. À bientôt!